Bernard a déjà dit. Les méchants ne sont pas toujours punis, ni les bons récompensés. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Oh yes. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bon vendredi, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Bienvenue dans Radio X Files avec nul autre que la vedette de Salut Bonjour ce matin, Christian Page. Salut Yannick. La zone 51, l'invasion, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, effectivement, aujourd'hui, on est le 20 septembre. Oui. C'était la date annoncée pour cette activité. On en avait parlé il y a quelques semaines. C'est une invitation qui avait été lancée sur YouTube par un YouTuber de Las Vegas, Matthew Roberts, oui, qui avait invité des gens. En fait, il avait lancé ça un peu comme une blague. Il avait créé une page Facebook en disant aux gens, voilà, l'invitation est la suivante. On va se rendre dans la nuit du 19 au 20 septembre prochain. On va se rendre près de la base de la zone 51. Donc, pour situer un peu les auditeurs, cette base-là, on en a parlé à quelques reprises. C'est une base excessivement top secret qui se trouve dans le désert du Nevada. On est à peu près à 3 heures et demie de route de Las Vegas, là, au nord-ouest de Las Vegas. Et cette base, elle est entourée de montagnes. C'est une base qui est utilisée depuis les années 50 pour développer des avions et faire du développement dans le domaine de l'avionique, principalement dans des vocations militaires. Et cette base, elle est, comme je l'ai mentionné, top secret, mais depuis la fin des années 80, et en particulier à cause des propos d'un certain Bob Lazar, cette base a bénéficié d'une espèce de... comment je pourrais dire, une rumeur qui voudrait que la base ait des hangars dans lesquels seraient entreposés des disques volants d'origine extraterrestre. Parce que c'est un peu le propos de Lazare. Il dit, voilà, dans les années 80, j'étais engagé, je suis ingénieur, j'étais engagé là-bas, et mon travail était de faire de la rétro-ingénierie. Donc, c'est-à-dire prendre des engins, les démonter, voir comment ils fonctionnent et de voir si on peut appliquer cette technologie sur des véhicules, sur d'autres types de véhicules. Et il dit, les véhicules que j'étais chargé de vérifier, de démonter, en fait, on l'avait attitré à un appareil en particulier. Il dit que c'était un engin d'origine extraterrestre. Il révèle ça à la télévision de Las Vegas en 1989. Et évidemment, son histoire est vite récupérée par les médias. Ce sont des propos sensationnels, il faut bien le dire. Ce sont des propos sensationnels. Malheureusement, depuis, des vérifications ont clairement révélé que Robert Lazar mentait sur toutes sortes de choses, sur son passé académique, son travail, ses amis, etc., etc. C'est un type qui est un fabulateur. Mais néanmoins, dans le milieu des ovnis, on continue de croire que le discours de Lazare devait certainement cacher une part de vérité. Et c'est pourquoi cette base de la zone 51 fait fantasmer les amateurs de soucoupes volantes. Donc, avec cette invitation, Matthew Roberts dit on va se rendre dans la base et à 3 heures du matin, on va forcer le périmètre de sécurité parce qu'il faut savoir, il n'y a pas une clôture qui entoure la base de la zone 51. C'est un endroit tellement isolé que, comme on dit, on n'a pas besoin de clôture. On a 2 routes qui mènent à la base et ces routes-là sont fermées par des guérites et c'est à peu près tout. Là, au-delà de la guérite, la route continue sur une vingtaine de kilomètres, 20-25 kilomètres et on arrive aux installations de la base. Alors, ce Matthew Roberts dit on va se rendre à 3 heures du matin, on va forcer le périmètre et là, on va courir dans tous les sens. On va essayer de courir aussi vite que des mangas japonais et puis on va essayer de se rendre jusqu'au bâtiment et là, on va voir, en plaisanterie, ils disent on va libérer les extraterrestres qui sont détenus prisonniers dans la base. Cette histoire-là a fait boule de neige. Des gens, aux dernières nouvelles, 2 millions de gens s'étaient inscrits pour participer à l'événement. 1 500 000 se disaient intéressés par l'événement. Évidemment, Matthew Roberts a un petit peu été surpris par cet engouement. Il a précisé que ce n'était finalement qu'une plaisanterie. Et en même temps, il a compris que
il prêtait flanc à d'éventuelles poursuites, parce que si des gens traversent un périmètre de sécurité, c'est inviter des gens à commettre un crime. Donc, il s'est retiré de ça en disant non, ça n'était qu'une plaisanterie, il faut pas prendre ça au sérieux. Ensuite, il a voulu transformer ça en une sorte de grand happening dans le désert où on aurait fait un festival de musique près de la base de la zone 51, mais non pas de l'autre côté du périmètre de sécurité. Et bref, il y a à peu près une dizaine de jours, il s'est entièrement retiré du projet parce que, bon, après avoir discuté avec les autorités, les responsables de la ville de Rachel, un petit village, en fait, le village de Rachel. Puis quand je dis village, entendons-nous, Yannick, c'est quelques caravanes installées dans le désert, population 54 personnes. Donc, tu comprends, il a discuté avec il y a une espèce de restaurant-bar à la fois hôtel qui s'appelle le Alien. Donc, il a parlé avec la responsable et comme il n'y avait pas là les infrastructures pour accueillir des gens et monter ce spectacle musical que lui anticipait, alors il s'est complètement retiré de ce projet. C'est vrai aussi que d'un autre côté, l'armée américaine, le Pentagone avait émis un communiqué en rappelant aux gens que la base de la zone 51, ce périmètre de sécurité, constituait une base de haut niveau et que franchir son périmètre de sécurité, comme dans à peu près toutes les bases militaires aux États-Unis, la force létale est autorisée. Donc, faut vraiment être décidé pour franchir ce périmètre de sécurité. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, donc, jour J de cette invitation, j'ai été moi-même assez surpris parce que je m'attendais à ce que seulement une poignée de maniaques de la soucoupe volante se rendent sur place, mais j'ai été surpris du nombre de gens qui ont débarqué dans le coin. Ah oui? En fait, on parle d'à peu près 1500 personnes. Il faut savoir qu'il y a deux petits villages. On parle souvent du village de Rachel, dont je t'ai parlé, 54 habitants. C'est le village le plus près de la base. Et il y en a un autre un petit peu plus loin qui s'appelle le village de Ico. Là, on a une population plus étoffée. On est 119 habitants. Donc, ça te situe un peu. Donc, ces deux petits villages-là ont accueilli à peu près 1500 personnes depuis les dernières 24 heures. Et de ces 1500 personnes, à peu près 150 personnes ont fait le voyage jusqu'aux portes de la zone 51. Et aujourd'hui, là, aux dernières nouvelles, c'est vrai que le bureau du shérif du comté de Lincoln, dont repose, en fait, qui gère un peu ce territoire, aux dernières nouvelles, les gens avaient manifesté devant l'enceinte, en fait, devant les guérites de la base. Non, aucun d'entre eux ne s'était risqué à franchir le périmètre de sécurité. Tout ça s'était passé dans le calme, avec beaucoup d'amusement. Et au moment où on se parle, ce soir, autant à Rachel qu'à Ico, il y a des spectacles de musique qui sont offerts là, une espèce de... un Woodstock à un nouvel âge, et puis les gens assistent à ça, et ça se passe très très bien pour l'instant. Mais j'ai quand même été surpris d'apprendre que 1500 personnes avaient fait le voyage en plein milieu du désert pour se rendre à cet endroit, parce que, il faut l'avouer, Yannick, il y a absolument rien à voir dans ce coin-là. C'est-à-dire que ce village, j'ai pas été à Ico, là, mais je suis allé à Rachel, et comme je l'ai mentionné, c'est 5-6 caravanes dans le désert, 50 habitants, un restaurant, bar, hôtel, tout en même temps. Les gens parlent de soucoupe volante. C'est vrai que il y a une espèce de culture de soucoupe volante. Mais quand Christian, un grand intellectuel comme toi peut pas comprendre que des jeunes veulent juste s'amuser. Et ce qu'on nous a mentionné, c'est que quand ils ont décidé de faire la course vers les barrières, là, il y a beaucoup de gens qui avaient des bonnets en papier d'aluminium pour se protéger des ondes. Et on nous a dit qu'il y a eu une seule arrestation sur place. Et est-ce que tu sais c'est pourquoi? Non. Pas parce qu'ils ont franchi la barrière, c'est parce qu'il y en a un qui avait envie de pipi. Ah. Donc, on l'a envoyé en tôle pour une fisse. Mais tu vois, c'est ça. Donc, ça s'est bien passé. Mais c'est ce que tu dis aussi, j'ai lu ces comptes rendus dans la presse. Le CNN mentionnait, on a donné que les se sont rendus là-bas, on a donné quelques entrevues à la presse. Ouais. Et les jeunes, en fait, ce qui revenait dans le discours, c'est ils ont trouvé l'invitation amusante. C'était une façon pour eux de manifester, d'avoir du plaisir. Et quand même, c'est pas rien. Un spectacle musical à Rachel, au port
portes de la fameuse et mythique zone 51. Il y avait quelque chose de tout à fait exceptionnel là-dedans et c'est surtout ça qui les a motivés. Et la plupart d'entre eux étaient bien conscients que franchir le périmètre de sécurité, c'était s'exposer à des problèmes inutiles. D'ailleurs, le 10 septembre dernier, c'est uniquement pour le souligner, il y a 2 YouTubers irlandais, oui, je crois, qui se sont rendus sur place. Ils ont franchi le périmètre de sécurité. Donc, eux voulaient tourner une petite vidéo pour YouTube. Ils ont franchi le périmètre de sécurité. Inutile de dire qu'ils sont pas allés très loin. Ils ont franchi de quelques mètres. Ils se sont fait arrêter par les officiels de la base, des agents de sécurité, qui les ont remis au shérif. Et les 2 hommes en question ont écopé de 3 jours de prison et de 2300 $ d'amende pour avoir franchi le périmètre de sécurité. Et là, faut quand même se le dire, quand tu franchis le périmètre de sécurité, quand tu franchis la zone, la frontière du périmètre de sécurité, tu es quand même à peu près à une 20-25 kilomètres de la base. Donc, on est quand même très, très loin. Donc, les jeunes sont repartis chez eux. Et sans aucune image de la base et avec une petite amende salée de 2300 $ à payer. Petite amende, tu as dit? Ouais. On n'a pas les mêmes moyens, toi et moi. Science versus pseudo-science, c'est le sujet de la soirée. Ouais, c'est une émission qui est sensible. Et je t'explique pourquoi. Parce que dans ce domaine, ça fait quand même 40 ans que j'essaie d'expliquer un peu mon rôle dans l'univers du paranormal. Et beaucoup de gens disent « Ah, Christian Page, c'est un sceptique. » En fait, je suis beaucoup trop sceptique pour être un bon croyant et trop croyant pour être un bon sceptique. Fait que finalement, je suis entre 2 eaux. Et en fait, ma position, elle est simple. C'est de dire, attention, dans les phénomènes paranormaux, il y a une espèce de flirtage qui se fait entre le paranormal et la science. Et c'est vrai que dans ce milieu-là, beaucoup de gens utilisent la science pour valoriser ou justifier toutes sortes d'hypothèses un peu fantaisistes. Et c'est surtout ça qui m'agace. C'est-à-dire que les gens croient aux fantômes, à l'astrologie, à la communication avec l'au-delà, dans la mesure où ça se fait de manière divertissante et que les gens acceptent que ce sont que des croyances. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que depuis 20 ou 30 ans, et peut-être à cause de l'avènement des télévisions spécialisées qui ont mis beaucoup d'emphase là-dessus, on a souvent l'impression que ces gens-là s'amusent à jouer les scientifiques et essaient de nous faire avaler toutes sortes de couleuvres en se justifiant de théories tout à fait échevelées. Et ça m'agace beaucoup. Et c'est un peu la situation que moi je pose parce que la question que je pose, comme journaliste, j'ai pas à prendre position sur les croyances de tout un chacun. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Mais en tant que journaliste, je sais quelle est l'importance de vérifier des faits et de tracer une frontière entre ce qui est vérifié, ce qui est vérifiable et ce qui ne l'est pas. Et c'est en fait cet éternel combat qui oppose la science aux pseudosciences, parce que ces phénomènes mystérieux paranormaux, que ce soit ou les ovnis, les monstres, tous ces autres sujets là qui sont un peu fantastiques, ces sujets-là appartiennent à un grand univers, un grand ensemble qu'on appelle les pseudosciences. Donc les gens s'intéressent à ça, on documente ces manifestations, on collige de l'information, mais malheureusement ce n'est pas fait forcément dans un cadre scientifique et c'est surtout pas des sujets qui sont reconnus par les milieux académiques. Donc, ce sont des pseudosciences. Il n'y a rien de mal à ce que ce soit une pseudoscience, puis il n'y a rien de mal à s'intéresser aux pseudosciences. Moi, les gens me disent, je m'intéresse aux monstres du Loch Ness, je m'intéresse au Bigfoot. C'est tout à fait légitime, ça. Il y a pas de problème là-dessus. Lorsque l'on essaie de nous faire croire, par exemple, que la cryptozoologie ou que la communication avec l'au-delà, c'est de la science, là, absolument, il faut prendre un pas de recul puis dire, oh, attention, on est en train de se faire rouler dans la farine. Donc, ce soir, c'est un peu de ça qu'on va parler, cette frontière assez ténue entre le milieu de la science et le milieu de la non-science et comment les gens dans ce milieu-là ont tendance un peu à trop se valoriser à travers la science pour essayer de justifier les histoires un peu abracadabrantes. Mais encore une fois, je le dis bien, là, j'ai rien contre les gens qui s'adonnent à ces activités de pseudosciences et qui le font parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils y croient, parce que ça les divertit. Ça, jusque-là, il n'y a aucun problème. Mais lorsque le discours commence à s'adapter en faisant référence à la science, quand on récupère le discours scientifique pour tromper des gens,
là, évidemment, il faut absolument monter aux barricades et dire attention, là, on exagère. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Le premier jour où je t'ai rencontré, Christian, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu plus de lecture scientifique. Christian va essayer de me pogner dans certains coins. Fait que je me dis, tiens, je vais me préparer, tu sais. Okay. Puis, je vais faire des tours des fois aussi sur les réseaux sociaux. Et ce qui me marque, quand des scientifiques se confrontent avec des gens qui sont adeptes des pseudosciences, c'est que les scientifiques répondent souvent par des faits et les adeptes de la pseudoscience répondent souvent par des vulgarités, des insultes. Ça finit souvent comme ça, les discussions entre les gens adeptes de la science et les gens adeptes des pseudosciences. Tu as tout à fait raison, parce que ces gens-là, on pourra en parler plus abondamment dans l'émission, mais c'est vrai que ces gens-là, lorsque les scientifiques proposent des choses et qu'on critique leurs propos, alors ils n'ont pas l'impression qu'on les attaque personnellement. On attaque la science, où on attaque l'hypothèse, puis c'est bien, et ça fait partie du processus scientifique. Hein? Le processus scientifique, c'est-à-dire au départ, il y a une observation de quelque chose, on émet une hypothèse, on vérifie cette hypothèse, on émet une théorie, et ensuite on publie. Pourquoi les scientifiques publient? Ben parce qu'ils doivent soumettre leurs idées, leurs travaux, ils doivent les soumettre aux pairs pour qu'ils soient critiqués. La critique fait partie de la démarche scientifique, et c'est en peaufinant la recherche à cause justement de ces critiques qu'on arrive à des découvertes importantes. Et les scientifiques comprennent bien ce processus et ne perçoivent pas la critique comme étant une attaque personnelle. La critique est simplement une façon d'améliorer le processus scientifique. Dans le cas des pseudosciences, les gens qui sont des adeptes, que ce soit des chasseurs de fantômes, des chasseurs d'ovnis ou peu importe, lorsqu'ils proposent des hypothèses, si vous remettez en question l'hypothèse, ils perçoivent ça comme étant une attaque personnelle. Et là, très rapidement, les esprits s'échauffent et les insultes se mettent à pleuvoir à gauche et à droite. Et souvent, ils ont l'impression, et on pourra en reparler parce qu'il y a tout un mécanisme autour de ça, mais ils ont souvent l'impression d'être des espèces de victimes. Hein? Ils sont les victimes de la science bien pensante. Donc, on a besoin de diaboliser la science, et c'est amusant parce qu'ils diabolisent la science alors que ils se retournent de bord, et de l'autre côté, ils se valorisent ou se justifient de la science pour dire on est des chasseurs de fantômes, on utilise des appareils, on a une approche scientifique. La science dans leur bouche, fait quelque chose de bien. On a l'impression que ça les rend plus crédibles. Et de l'autre côté, lorsque ces mêmes scientifiques dont ils se réclament mettent en doute leur prétention, ben là, c'est la science qui est dans l'erreur. C'est un peu un monde à deux vitesses. C'est quand même assez incroyable de voir ça. Et ça fait des années que je suis confronté à ça. À chaque fois que j'essaie de ramener de remettre les pendules à l'heure en disant attention, communication avec l'au-delà, c'est pas parce que tu as utilisé un magnétophone ou que eux appellent généralement un ghost box, puis que eux ont l'impression d'entendre des voix, que ça veut dire que ces voix-là nous viennent de l'au-delà. Il y a des protocoles à suivre dans le domaine de la science, et si tu veux te réclamer de la science, ben il faut suivre ces protocoles. Je te l'ai déjà dit, Yannick. N'importe qui peut se réclamer de la science, mais la science, elle a des modes, un mode à suivre, et il faut l'appliquer. Un peu comme les gens qui prétendent jouer au hockey. N'importe qui peut jouer au hockey. On n'a pas besoin forcément d'être joueur dans la Ligue nationale de hockey. Tu peux jouer au hockey derrière chez toi sur une patinoire aménagée là, sur un rond de glace. Mais tu ne peux pas prétendre jouer au hockey si tu appliques les règles du baseball. Et c'est exactement ce que font trop souvent les gens du domaine des pseudosciences. Ils se réclament de la science, mais n'appliquent pas sur le terrain les règles de la science. Ils font à peu près n'importe quoi. Donc, s'ils font ça, ils ne font plus de la science, ils font de l'ésotérisme, de l'occultisme, du nouvel âge, appelle ça comme tu voudras, mais ce n'est pas de la science. Donc, on va essayer d'aller un peu dans ces eaux-là ce soir, essayer d'expliquer un peu quelle est la frontière entre les deux, en respectant les croyances de tout un chacun. Moi, je n'ai pas l'intention de mettre personne en boîte ici. Si des gens me disent, moi, je crois que mon grand-père est venu me visiter après son décès, libre à vous de le faire. On va essayer vraiment de déterminer là quelle est cette frontière entre la pseudoscience et la science. Et tu vas voir, la science n'a pas réponse à tout, puis la science n'est pas le seul moyen de justifier quelque chose ou l'adhésion d'une croyance. C'est un mécanisme, et pour évaluer la réalité d'un phénomène, et si on l'utilise, ben il faut savoir bien l'utiliser, sinon on ne peut pas s'en réclamer. C'est essentiellement ça le discours. Et pour en parler avec nous, écoute,
un bonhomme que j'ai rencontré il y a quelques années. Au moment où j'ai tourné la série L'Enquêteur du paranormal, qui a été diffusée à Historia. C'est un type qui s'appelle Serge Larrivé. J'avais déjà eu entre les mains son bouquin Quand le paranormal manipule la science, et je ne te cacherai pas, Yannick, que c'est probablement l'un des ouvrages les plus intéressants qui m'était donné de lire sur justement ce débat entre science et pseudo-science. Serge Larrivé est un professeur d'éthique. Il connaît bien la science, il sait comment ça fonctionne, il connaît l'épistémologie, c'est son domaine d'expertise, et parmi ses domaines d'expertise, il y a aussi les biais cognitifs. Donc, il connaît très, très bien ce milieu-là. Et dans son ouvrage, Quand le paranormal manipule la science, il a bien su faire un décantage des mécanismes dans lesquels trop souvent les amateurs de phénomènes paranormaux vont s'engouffrer, de quelle façon ils se font également manipuler par les Manitou de cet univers-là, parce que bien souvent les gens sont de bonne foi, les gens croient ces phénomènes-là, on s'assoit devant la télé, on écoute une émission de chasseurs de fantômes, de chasseurs d'ovnis, on est mal préparé, on ne connaît pas tous les rouages de la pensée scientifique, et là, à la télé, on a des gens qui nous racontent toutes sortes de salades, et on a tendance à avaler ça et à accepter ça. Donc, on va essayer, Yannick, ce soir, de faire de nos auditeurs de meilleurs scientifiques. Donc, des gens qui, la prochaine fois, entendront des adeptes des pseudosciences leur parler, ils sauront faire le tri entre, attention, ceci c'est de la croyance, ceci c'est peut-être de la science, puis cela, ce n'en est pas. Donc, essayez de faire un bon tri là-dedans, plutôt que d'être dans une espèce de forêt dans laquelle on se perd derrière chaque arbre. Il y a des protocoles à suivre, il y a des mesures, il y a des mécanismes de pensée, tu vas le voir, des mécanismes de pensée assez amusants qui nous permettent éventuellement et simplement de faire un tri entre ce qui est possible, ce qui est improbable, ce qui est vraisemblable. Et bon, écoute, ça sera en deuxième partie. On reçoit d'ailleurs Serge Larrivé sera avec nous au téléphone, donc en direct avec nous. S'il y a des gens, par exemple, qui au moment de la conversation ont des questions à poser, ben simplement te les écrire à toi et on pourra les poser au professeur Larrivé, qui est professeur à l'Université de Montréal. Et ensuite, ben pour le reste, écoute, on va parler grosso modo de ces pseudosciences et de l'approche scientifique et non scientifique des pseudosciences. Parfait. Pour ce qui est de l'actualité de la semaine, on parle de nos amis les animaux et ceux de la CIA. As-tu déjà vu, Yannick, un film qui s'appelle Le Jour du Dauphin avec l'extraordinaire George C. Scott? Non, pas du tout. Non. Écoute, c'est un film qui date du début des années 1970. D'ailleurs, petite anecdote, le réalisateur de ce film pressenti était Roman Polanski. Donc, Polanski était à Londres. Il travaillait sur du repérage pour le tournage du film Le Jour du Dauphin lorsque sa femme, Sharon Tate, a été assassinée par les membres de la famille Manson. Donc, il a dû quitter l'Angleterre, revenir précipitamment aux États-Unis. Il s'est désisté du projet du film Le Jour du Dauphin. Ce n'était qu'un aparté, là. Mais bon, dans Le Jour du Dauphin, on suit un peu les expériences menées par un scientifique qui se lie d'amitié avec un dauphin. Il lui apprend d'ailleurs quelques rudiments du langage et il réussit à échanger avec lui et il va éventuellement s'opposer à une organisation X ou Y qui souhaiterait utiliser les dauphins, son dauphin en particulier, pour mener pour en faire une espèce d'espion, pour aller transporter des bombes sur des ennemis. Bon, en faire une arme militaire. Je t'en raconte pas plus. C'est un excellent film. Si tu as la chance de voir ça, c'est Le Jour du Dauphin. Ça date de 1971 ou 1972. 73. Mais, bon, 73. Bon. Écoute, et dans le film Le Jour du Dauphin, il y avait cette utilisation d'un dauphin là pour l'utiliser comme un agent ou voire même un espion. Donc déjà à cette époque, l'idée circulait déjà que dans les hautes sphères des services de renseignement, la CIA, le KGB, on faisait des expériences sur les animaux pour en faire des agents à la solde de ces autorités-là. Si tu veux mon avis, je pense que les Soviétiques se sont beaucoup payé la tête des Américains là-dessus. Parce que à la fin des années 60, début des années 70, il y avait toutes sortes de rumeurs qui circulaient venant de l'Union soviétique. On disait que les Russes travaillaient au développement d'armes psychométriques. Qu'est-ce qu'une arme psychométrique? Imagine-toi une bombe sans détonateur, mais que le détonateur serait ta pensée.
Donc, tu comprends, tu places une bombe, il n'y a pas de détonateur dedans, ça semble inoffensif, mais à quelques kilomètres de là, un penseur, un psychic va déclencher cette arme et voilà, elle va exploser. Dans mon cas, moi, si à chaque défaite du Canadien, tout explose. Donc, ça, c'est l'arme psychotronique. Donc, on avait une rumeur voulant que les Russes, les Soviétiques travaillaient à des armes psychotroniques. On a également... Il a commencé à couler des films qui venaient apparemment de laboratoires en Union soviétique où on les voyait travailler avec une médium, en fait une sensitive et à la fois psychokinèse, une femme qui s'appelait Nina Kulagina. Et c'était des images en noir et blanc où on voyait Nina Kulagina, qui est une ménagère de Leningrad, qui était apparemment douée du pouvoir de déplacer des objets par le pouvoir de la pensée, la télékinésie. Et là, donc, on a ces images où on voit Kulagina, elle est entourée de scientifiques, et là elle travaille, on la voit se concentrer, elle fait bouger devant elle des petits objets, là, des allumettes, un carton de cigarette, des trucs comme ça. Ces images-là, on ne sait pas trop dans quel contexte elles ont été tournées, mais on sait qu'elles ont fuité de l'Union soviétique pour finalement se retrouver aux États-Unis, donnant l'impression aux Américains que les Soviétiques étaient très avancés dans une recherche sur les phénomènes parapsychologiques. Et également, il y avait cette rumeur que les Soviétiques travaillaient à l'utilisation d'animaux. Rien, moi je te dis, rien ne permet de croire que les Soviétiques aient été très avancés dans ces domaines-là. Je pense qu'ils ont beaucoup exagéré. Je pense même que ces fuites ont été orchestrées par le KGB. Le KGB, c'est incroyable tout ce qu'ils ont fait dans les années 50 et 60. Ils ont même monté de toutes pièces des histoires de soucoupes volantes et d'extraterrestres, essentiellement pour jauger la position de l'Occident et en particulier des Américains sur ces grandes questions. Donc, il n'est pas interdit de penser que les Soviétiques ont monté de toutes pièces ces films à Nina Kulagina, qu'ils ont raconté des bobards, ils ont volontairement laissé fuiter ça du côté de l'Europe et des États-Unis pour voir quelle serait la réaction des Américains. Et la réaction des Américains ne s'est pas fait attendre. Il n'était pas question de se laisser damer le pion par les méchants soviétiques, les communistes, parce qu'il faut se rappeler qu'on est en pleine guerre froide à ce moment-là. Et donc, les Américains ont mis les bouchées doubles, et on le sait, ils ont, durant les années 70, ils ont mis sur pied le projet Stargate, dont on a déjà parlé à l'émission. Donc, un projet qui impliquait des sensitifs ou des voyants, des médiums, peu importe comment tu les appelles. Et ces gens-là ils utilisaient une habilité qu'on appelle le remote viewing, la vision à distance. Ces gens-là, on leur donnait des cartes et ils devaient essayer de voir sur ces cartes, par exemple, des cartes de l'Union soviétique, des cartes de l'Europe occidentale, essayer de voir des installations, des bases ou toutes sortes de trucs. Donc, ce projet Stargate a perduré, a commencé aux alentours de 1972. Il a perduré jusqu'en 1995 et avec des résultats assez intéressants. Quand on lit les rapports de Stargate, par exemple, on constate que dans certains cas, les voyants sensitifs ont été en mesure de localiser des bases de construction de sous-marins du côté de l'Union soviétique. Ils ont localisé des tunnels durant la guerre du Vietnam, localisé l'endroit où on lançait des missiles Scud durant la guerre du Golfe. Donc, ils ont obtenu certains résultats très intéressants. Mais comme c'était aussi très aléatoire, hein. Parfois, les médiums étaient très bons, d'autres fois, ils étaient pas très bons. Alors, on comprendra que sur le plan d'une stratégie militaire, c'est un peu difficile de monter des opérations en se basant sur des données qui sont, somme toute, en dents de scie. On peut pas se croiser les doigts en disant, on va envoyer des troupes sur le terrain en espérant que le médium a bien vu. Puis s'il s'est trompé, ça sera le carnage. Non, on pouvait pas faire ça. Donc, l'armée s'est retirée du projet Stargate en 1995. Mais néanmoins, on avait obtenu des résultats intéressants. Donc, ces documents-là ont été rendus publics. Et là, cette semaine, écoute, la CIA rend public des dizaines et des dizaines de documents. Et cette fois, elle nous raconte que effectivement, ce qu'on avait pressenti, ce qui était présenté dans le jour du Dauphin, était somme toute basé sur une réalité bien top secret, si je puis dire. Et cette réalité est que pendant 10 ans, la CIA a mené de très nombreuses expériences avec des chats, des chiens, des oiseaux, des dauphins, pour évaluer s'il était possible de récupérer ces animaux et d'en faire des agents très spéciaux. On dirait un film pour enfants. Ah ouais, exact. Tu t'imagines exactement ce que j'ai pensé en lisant les documents. Je me disais, écoute, on pourrait quasiment faire un film pour enfants, les animaux agents spéciaux, là, tu sais.
Donc, par exemple, on avait pensé mettre des caméras sur des chats et les envoyer dans des grands bâtiments où il y avait des bases militaires ou des trucs comme ça, ou des grands hangars. Et le chat, évidemment, avec sa caméra, se serait promené dans le bâtiment et aurait filmé, où on aurait même pu y placer également des appareils auditifs, des appareils acoustiques qui auraient permis d'enregistrer des communications qui auraient pu se tenir entre soldats russes. Et ça, t'imaginer la scène, moi, quand je lisais le document, j'essayais de m'imaginer un chat avec un petit casque de football et sa GoPro dessus, qui se promenait dans le hangar parmi les méchants Russes. Écoute, c'est presque loufoque. Et je sais pas, moi, j'ai 2 chats à la maison. Je sais pas si toi, tu es un amateur de chats. Mais écoute, on a de la misère à aller... Oui, ça, un chat, pose-toi pas la question pourquoi il n'y a pas de chat dans la police, hein? Bon, c'était assez limité, hein, comme truc que tu fais apprendre un chat. Fait que donc, ces projets-là, on apprend en lisant les documents de la CIA que le projet n'a pas abouti. Et on s'étonne. Ils ont pensé également à faire la même chose avec les chiens. Mais avec les chiens, ils avaient développé un programme pour implanter dans le cerveau des chiens des puces qui auraient permis de les guider ou de les téléguider pour les envoyer vers des cibles en particulier. Et là aussi, le projet n'a pas connu beaucoup de succès. On s'étonne. Ils ont développé aussi un projet qui s'appelait le projet Oxygaz. Et là, c'est assez amusant parce que ça nous rapproche beaucoup du jour du dauphin. Dans le projet Oxygaz, on visait essentiellement à élever des dauphins pour pouvoir éventuellement les amener à les poser des mines magnétiques sur des sous-marins allemands, des sous-marins soviétiques. Donc, tu peux imaginer l'idée, le dauphin a la mine magnétique sur sa tête et s'en va aux côtés d'un sous-marin soviétique dans un port, là, quelque part aux îles Sakhalines, et clique, il place la bombe magnétique sur le sous-marin. D'autres éléments du projet visaient à faire également des dauphins kamikazes. Donc, le dauphin aurait été chargé d'une bombe, il aurait foncé sur un sous-marin pour le faire exploser. Et on a pensé aussi prendre des dauphins pour les amener à aller poser ou placer dans notamment dans des baies ou dans des installations sous-marines où il y avait des sous-marins soviétiques, à les placer des équipements qui auraient permis de filmer, photographier, enregistrer ce qui se passait dans ces ports. Parce qu'il faut que tu saches, Yannick, que les sous-marins, par exemple, lorsque les sous-marins sont en plongée, chaque type de sous-marin émet une signature acoustique très précise. Quand tu regardes des films avec des sous-mariniers, tu les vois, ils écoutent, là, d'un coup, ils entendent un bruit. Tu sais, le fameux « tout-tout ». Mais cette signature-là, c'est la signature du sous-marin ennemi et chaque type de sous-marin a une signature très précise. Donc, tu comprends que le dauphin qui aurait été placé une espèce d'appareil acoustique dans une baie où mouillaient des sous-marins soviétiques, il aurait pu enregistrer la signature de ces sous-marins dans leur déplacement et ensuite l'information aurait été transmise aux sous-mariniers américains qui auraient pu rentrer cette signature-là pour mieux la détecter dans d'autres opérations. Donc, mais le projet a été abandonné. Et également, on a pensé à des oiseaux. Et l'idée des oiseaux, tu comprendras que c'était le drone avant le drone. Donc, on s'est dit, on va prendre des oiseaux. Écoute, à un moment donné, dans les années 70, la CIA ont même recruté des ornithologues pour savoir quels étaient les oiseaux qui passaient le plus de temps, par exemple, aux îles Sakhalines ou dans le bassin de la Volga, qui étaient 2 endroits névralgiques pour les forces armées russes, soviétiques. Et là, donc, on s'est dit, on va prendre de ces oiseaux migrateurs, on va lui mettre des petites caméras et ces oiseaux vont aller au moment de leur migration, vont aller dans ces endroits-là puis ils vont filmer ce qui se passe. On avait pensé également accrocher sur les oiseaux des appareils qui auraient pu détecter, faire des analyses d'air et on aurait pu déterminer près des usines soviétiques quels étaient les produits chimiques utilisés dans l'éventualité de déterminer si les soviétiques travaillaient ou non sur des armes chimiques ou des armes bactériologiques, tu vois. Intéressant. Et on a même, on apprend dans ces documents qu'ils ont eu quand même une super vedette. La super vedette s'appelait Douda. Et Douda était un corbeau.
Et oui, et le corbeau avait toutes sortes de trucs, j'allais dire dans sa manche, mais disons plutôt sous son aile, et il était particulièrement bien dressé. Ce que les Américains avaient réussi à faire avec Douda, ils pouvaient l'envoyer très loin au large. Généralement, les oiseaux restent près des côtes. C'est assez difficile de faire envoyer, si tu te promènes en mer avec un bateau, il n'y a pas d'oiseaux. Parce que bon, à moins d'avoir des oiseaux qui sont des oiseaux pêcheurs, là, la plupart des oiseaux ne volent pas au-dessus de l'océan. On avait réussi à dresser Douda pour qu'il fasse de très longs allers-retours au-dessus de l'océan. Alors on imaginait, la CIA imaginait toute une armada de Douda qui aurait été lancée comme ça pour suivre, et avec des caméras bien sûr, pour suivre les armadas de sous-marins soviétiques et de voir un peu leur déplacement, tout ça. Le problème, c'est qu'éventuellement, on apprend dans les documents que le pauvre Douda a été attaqué par d'autres corbeaux de sa volée, et éventuellement, il a quitté et n'est jamais rentré au port. Fait que finalement, le projet a été abandonné avec la perte de Douda. Écoute, on en a pour des pages et des pages de trucs comme ça. C'est absolument étonnant. Tu lis ça, tu as l'impression d'être dans un roman de science-fiction, et ce n'est pas le cas. C'est bel et bien la réalité. Pendant une dizaine d'années, la CIA a tenté de transformer des animaux en agents très spéciaux, soit en les munissant de caméras ou en leur apprenant toutes sortes de trucs qui auraient pu servir les causes de la CIA et de l'espionnage. Christian, toi qui sais tout, j'ai une question à te poser. Vas-y. Est-ce que tu sais comment reconnaître l'amour pour un maître d'un chat et de son chien? Ben, pour le chien, je dirais, c'est quand la queue bouge, là. Non. Je t'inviterais à faire une simulation de noyade chez vous dans ta piscine, là. Ouais. Quand tu vas faire ta simulation de noyade, ton chien va japper parce qu'il va avoir peur que tu te noies, parce qu'il sait que tu es en train de souffrir. Et ton chat va faire sa toilette. Ce qui nous montre bien le niveau de réaction des chats. Écoute, moi, je suis un grand amoureux des chats, là, mais faut quand même s'avouer, c'est limité, hein, c'est quand même. OK, on parle du Air Miss en langage d'aviation. C'est quoi? C'est un rapprochement hors norme ou encore quasi-collision entre deux aéronefs? Voilà, c'est une procédure qui va être remplie lorsque un pilote va croiser un autre aéronef et il considère à ce moment-là que les règles de l'aviation civile ont été bafouées. Et on le sait, j'en ai souvent parlé à l'émission, il arrive de temps en temps que certains cas de quasi-collision, des air miss pour utiliser l'expression anglaise, que des cas de air miss rapportent la présence d'aéronefs inconnus. Or, ce que l'on apprend cette semaine, ça nous vient du Bureau de l'aviation civile britannique, qui vient de publier un rapport disant que depuis 2017 seulement, 36 rapports de quasi-collision ont été rapportés à leur bureau. Et à ce moment-ci, bien sûr, on parle d'objets volants non identifiés. On reste dans l'expression objet volant non identifié. Bien sûr, le bureau, sans pouvoir identifier correctement l'intrus, souligne que la majorité de ces observations ou de ces rapports impliquaient des petits appareils près des aéroports et il est fort probable que ces engins inconnus étaient des drones ou encore des avions téléguidés. Là où ça devient plus surprenant, et comme le souligne le rapport, c'est près du quart de ces observations se sont produites entre 5 000 et 16 000 pieds. Ce sont des altitudes beaucoup trop élevées pour imaginer des drones domestiques. Là. Le drone que tu achètes au magasin ou que tu vas utiliser n'atteint pas des altitudes de 16 000 pieds. Il faudrait vraiment avoir affaire à des drones vraiment très spéciaux ou encore à des drones militaires. Donc, il y a des incidents, comme je l'ai mentionné, le quart des incidents qui ont été rapportés se sont produits à des altitudes variant entre 5 000 et 16 000 pieds. Et dans ces cas-là, le Bureau de l'aviation civile britannique reconnaît qu'il a un petit peu de difficulté à comprendre de quoi il pouvait s'agir. Il souligne de nombreux incidents. J'en ai tiré 2 pour toi. Là, il y en a un où on parle de 2 pilotes sur des chasseurs de type Typhon. Et ces appareils-là se trouvaient à peu près à 14 000 pieds d'altitude, 14-15 000 pieds d'altitude. Et les 2 pilotes ont vu un objet métallique, pas très gros, à peu près de la taille d'une petite voiture, les dépasser.
Et ce qu'ils rapportent, eux, volaient une altitude de 15 000 pieds et ils ont rapporté que l'objet en question était passé à peu près 2 000 pieds au-dessus d'eux. Donc, on parle ici d'un objet métallique parce que les pilotes ont rapporté que l'objet reflétait la lumière du soleil et ils parlent d'un objet qui avait à peu près la taille d'une petite voiture. Mais c'est quand on parle quand même d'un objet qui évoluait à une altitude de 17 000 pieds d'altitude. Si c'était un drone, il faut bien reconnaître qu'il était très, très haut. Ensuite de ça, un autre incident qui était rapporté, il s'agit d'un appareil qui là se trouvait beaucoup plus bas, un appareil qui se trouvait à peu près à 5000 pieds d'altitude. C'est un Boeing 757 qui se préparait à atterrir et au moment où il obtient l'autorisation d'atterrir en approchant de l'aéroport, il dit avoir été dépassé sur le flanc gauche par un objet qui lui semblait être un objet en métal, mais l'objet était plus ou moins informe et il semblait à la fois mais en même temps comme s'il dégageait ou reflétait certaines lumières. L'objet est passé à peu près à 200 pieds de l'aéronef, de l'avion, et ensuite il s'est éloigné dans l'obscurité. Et à ce moment-là, l'appareil, le pilote a rapporté ça à la tour de contrôle, et l'appareil n'apparaissait pas à aucun moment sur le radar ou quoi que ce soit du genre, ni sur les appareils télémétriques à bord de l'avion. Ces deux incidents font partie d'une dizaine d'autres qui ont été rapportés, comme je l'ai mentionné, au Bureau de l'aviation civile britannique et pour lesquels les experts se sont grattés un peu la tête et on cherche toujours à trouver une explication. Mais encore une fois, ils précisent bien que la majorité de ces cas-là sont probablement dus à des drones utilisés près des aéroports ou encore à des avions téléguidés. 20h40, on fait une courte pause, on revient. Radio X Files. Radio X. Phénomènes étranges, inexpliqués. Paranormal. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X Files. À tous les vendredis, 20h. Radio X. Radio X Files. Avec Christian Page et Marceau. Radio X. 418-670-9098, 418-670-9098, 1877-440-2464. Vous avez des questions pour nous, ça peut se faire par texto sans aucun problème. On passe maintenant au top des meilleurs livres de pseudosciences selon Christian Page. Voilà, tu as évoqué l'idée que tu t'étais familiarisé avec la littérature scientifique. Alors, je t'en propose quelques-uns. Ce sont des ouvrages. Puis je tiens bien à préciser, ce sont des ouvrages qui parlent des pseudosciences, qui critiquent les méthodes utilisées par les gens qui en font la promotion, mais ce ne sont pas des ouvrages de debunking. Moi, par exemple, souvent les gens me disent « Ah oui, mais Christian Page est un debunker ». Non, pour moi, le debunking, c'est essayer de démontrer que quelque chose est faux à tout prix, et s'il le faut, je suis prêt à mentir ou à cacher ou à dire des demi-vérités pour dire que quelque chose est faux. Donc, par exemple, une histoire de fantôme, une histoire de maison hantée, des ovnis ou peu importe. Je vais un peu travestir, je n'y crois pas, et pour bien convaincre les gens que c'est de la foutaise, je suis prêt à oublier des faits, à transformer des faits, à dire des demi-vérités, finalement pour qu'à l'issue du discours, j'ai raison et que tout ça soit complètement démonté. Ça, c'est du debunking et c'est une approche qui est un peu malhonnête. L'esprit critique, c'est autre chose. C'est de dire, OK, je prends les faits, je regarde l'ensemble de tous les faits, j'analyse ce que ces faits me disent et je vais essayer d'appliquer des méthodes, une méthode scientifique, par exemple, pour essayer de faire le décantage entre les faits et essayer de séparer ce qui est vérifiable et ce qui ne l'est pas. Donc, cette approche-là, plus critique, elle est tout à fait louable, alors que l'approche très, on dit sceptique parce que bon, on a tendance à dire, c'est vrai que c'est une approche sceptique, mais l'approche sceptique au Québec, malheureusement, quand on dit « je suis sceptique », on a une tendance à associer les gens à l'Association des sceptiques du Québec qui, eux, ne font pas du scepticisme. J'ai eu à croiser le fer à plusieurs reprises avec ces gens-là. On est beaucoup plus proche du debunking et du nihilisme. Rien de tout ça est vrai. Les gens, c'est tous des caves. Puis bon, et ça mène nulle part et c'est complètement inintéressant.
Donc, les ouvrages que je te propose aujourd'hui ce sont des ouvrages où les auteurs se sont intéressés à ces sujets-là. Ils restent ouverts à l'idée que ces sujets-là puissent être réels, mais ils présentent bien quels sont les biais par lesquels les gens vont analyser ces phénomènes et les erreurs qu'ils commettent dans leur interprétation de ces phénomènes et comment s'assurer, bien sûr, que le jugement que l'on porte est un jugement éclairé. Pour le faire, bien évidemment, il faut connaître quelles sont les faiblesses dans la pensée humaine, dans les mécaniques de la pensée humaine. Donc, le premier ouvrage, bien sûr, je vais te proposer celui de notre invité de ce soir, Serge Larrivée, Quand le paranormal manipule la science. Je t'en dirai pas beaucoup plus parce que, comme on l'aura en entrevue, il pourra lui-même te parler des tenants et aboutissants de son ouvrage, mais je pense que c'est un ouvrage que tous les gens qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux, avec un sens critique, ça m'intéresse, mais je veux savoir, je vais pas me laisser embobiner, je vais pas me laisser rouler dans la farine. C'est un ouvrage absolument à voir dans sa bibliothèque. Encore une fois, en français, Petit traité de l'imposture scientifique d'Alexandra Crone. C'est un ouvrage qui, comme le titre l'indique bien, elle présente bien de quelle façon les gens qui font la promotion des pseudosciences ont tendance à récupérer le discours scientifique, à l'étirer dans tous les sens et à lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Donc ça aussi, c'est un ouvrage que je conseille aux gens, Petit traité de l'imposture scientifique. Ça, ce sont mes deux ouvrages en français parce que malheureusement, lorsqu'il est question d'ouvrages pointus dans le domaine de la science, c'est quand même désarmant de voir ce que l'on retrouve dans les bibliothèques ou encore dans les librairies, dans les rayons francophones. Ce sont des ouvrages sur l'ésotérisme, le tirage de cartes, le tarot, ce genre d'ineptie un peu ésotérique. Il y a très peu d'ouvrages scientifiques qui abordent les phénomènes paranormaux qui sont en français, et ça, c'est très malheureux. Alors, mes trois prochaines propositions, ce sont des ouvrages en anglais. Sharon Hill, qui a écrit Scientifical Americans, dans lequel, justement, elle prend plusieurs groupes de recherche aux États-Unis qui font de l'investigation sur les phénomènes paranormaux et elle analyse leur approche. Elle les a accompagnés, ce sont des chasseurs de fantômes, des chasseurs de monstres, etc. Elle les a accompagnés et regarde de quelle façon ces gens-là travaillent et note un peu toutes les erreurs qu'ils commettent dans leur investigation et essaie un peu de décanter quel est le discours scientifique versus le discours un peu ésotérique ou mystique. Ensuite, Pseudo-Science, The Conspiracy Against Science. Donc, c'est un collectif. Encore une fois, c'est un ouvrage qui est particulièrement académique, mais qui vaut le détour parce que on présente à peu près tous les biais cognitifs dans lesquels on va s'enliser parfois au moment où on analyse des faits qui sont plus ou moins vérifiés ou vérifiables. Et ensuite, le dernier, qui est considéré par plusieurs comme étant un peu le chef-d'œuvre de ce domaine-là, c'est un ouvrage qui a été publié par l'astronome Carl Sagan, qu'on connaît pour avoir fait notamment la série Cosmos, qui a marqué l'imaginaire. Et Carl Sagan a écrit un ouvrage peu de temps avant son décès qui s'appelle The Demon Haunted World. Et cet ouvrage, c'est peut-être, lorsque tu regardes les ouvrages qui ont été écrits sur les pseudosciences, je pense que tous ces ouvrages-là font quelque part référence à cet ouvrage de Carl Sagan, qui est tout à fait remarquable. Et encore une fois, Sagan est un individu qui présente le sujet, il reste ouvert à la possibilité que certains phénomènes paranormaux soient tout à fait authentiques, mais dénonce bien sûr de quelle façon les gens qui en font la promotion récupèrent le discours scientifique pour essayer de tromper les gens. Donc, The Demon Haunted World, c'est vraiment un ouvrage tout à fait remarquable à se procurer. C'est malheureusement, mes trois sujets ces trois livres-là, malheureusement, sont en anglais, mais les deux premiers sont en français. Christian, ouais. T'as eu un gros problème dans les derniers jours, c'est que ta conférence que tu vas faire à Québec était bookée, on pouvait pas mettre des gens un par-dessus l'autre. Comment t'as réglé ça? Bon, d'abord, un gros merci aux gens de Québec qui ont été très réceptifs à cette conférence qui s'inscrit avec la sortie de mon ouvrage, Les tueurs de l'occulte. Tu vas être obligé de déménager bientôt, là. T'auras pas le choix. Ouais, c'est ça. Donc, la réception a été tout à fait favorable à cette conférence. Ouais. Et j'avais, comme je le fais lorsque je présente des conférences à Québec, j'avais un local que les gens connaissent bien, là, au pavillon Charles de Coninck. C'est une salle qui pouvait contenir une centaine de personnes.
Mais malheureusement, très rapidement, il était clair qu'on ne pourrait pas accueillir tous les gens qui étaient désireux de participer ou d'assister à cette conférence. Alors, j'ai recontacté l'Université Laval, nous avons discuté et ils ont accepté de transférer, en fait, l'activité dans une autre salle, beaucoup plus grande, qui compte tout près de 250 places. Et donc, j'ai fait cette annonce-là. Les gens ont encore une fois réagi en très grand nombre. Et au moment où on se parle, Yannick, on est quand même 3 semaines avant l'événement et il ne reste que quelques places. C'est un beau problème. Ah oui, c'est un très, très beau problème. Ouais. Et je suis très content parce que les gens réagissent bien d'abord à cette conférence. Les gens réagissent bien aussi au bouquin. Hein. J'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui nous écoutent et qui ont été achetés le bouquin, ils m'ont donné leurs commentaires. Jusqu'à maintenant, je n'ai eu que des évaluations positives. Alors, je suis très, très heureux de comment ça se passe. Et écoute, cette conférence, encore une fois, je le rappelle, pour les gens, il reste encore quelques places. Pour les gens qui voudraient en savoir davantage, simplement aller sur mon site web, le www.christianpage.ca d'un seul mot, et vous allez trouver toutes les indications concernant cette conférence de Québec qui aura lieu le 12 octobre prochain. Ouais, et c'est presque une énigme parce que quand je jase avec des conférenciers qui viennent faire un tour à l'émission pendant la semaine dans Marceau soir, ils me mentionnent toujours que les gens préfèrent booker quelques jours à l'avance. Donc, supposons que la conférence est prévue pour le samedi soir. Ben, mercredi, les gens commencent à se demander qu'est-ce qu'ils vont faire pendant le week-end. Et là, tiens, ils décident de s'inscrire à une conférence. Tandis que toi, c'est booké plusieurs semaines d'avance. C'est le fun en maudit. C'est un maudit beau problème, ça. Ouais, et ce qu'il te raconte, c'est vrai. Moi aussi, je constate ça que dans les 72 heures, peut-être avant l'activité, c'est là que la réaction la plus vive. Mais c'est pour ça que je mentionne bien, là, même si on est 3 semaines avant, il ne reste qu'une 20aine de places maintenant en salle. Et je crois pas que je vais je vais déplacer une deuxième fois l'activité. Donc, avis aux intéressés, il ne reste que 20 places pour cette soirée qui se tiendra le 12 octobre prochain. Tu sais qu'on a le centre Vidéotron que tu pourrais utiliser une fois de temps en temps. Hein? Parce qu'il sert à rien ces temps-ci. Ben là, c'est Céline qui est là. Mais après ça pourrait être Christian Page. Qui? Céline. La meilleure chanteuse au monde. Ouais. Selon certains. Selon certains. Mais on peut pas nier qu'elle a du talent. Après la pause, Serge Larrivée va être avec nous. Il est auteur du livre Quand le paranormal manipule la science. Radio X Files. Radio X. 90 minutes. Monsieur Duberger, bonsoir. Ça va, oui. Tu veux me mettre en contact avec Léopold? Ben, il est en ligne depuis tantôt, Léopold. Non, mais regarde. Non, mais Léo, juste... Mais là, ça me tente pas. Non, mais qu'est-ce que t'as dit tantôt sur le réchauffement climatique? Non. OK. Bon, d'accord. Je vais pas m'imposer, Danny. Ah, crie, Léopold. T'as fait dans ton pantalon. Avec DH. Lundi au vendredi, 18h. Radio X. Présenté par Planète X. Demeurez toujours informés de nos nouveautés, promotions et produits exclusifs en visitant l'une de nos 6 succursales ou notre nouveau site revampé, monplanetix.com. Magasiner un véhicule d'occasion et te faire dire par le vendeur « Jamais sorti l'hiver, ça, monsieur ». À tous les véhicules que tu regardes tout en shakant son petit change dans ses poches, tu veux pas ça. Pense donc à Boulevard Toyota. Un choix de plus de 300 véhicules d'occasion, de clubs prestige sur les modèles Toyota et surtout, une équipe de conseillers qui va toujours te donner l'heure juste et te livrer un véhicule sérieusement inspecté et solidement garanti. Ça, tu veux ça. Les véhicules d'occasion de Boulevard Toyota, tu veux ça. Une étude clinique chez Syneos Health, c'est aussi sécuritaire que mettre des petits trous sur votre vélo stationnaire. Puis porter un casque. Bref, vous êtes entre bonnes mains. En ce moment, on est à la recherche d'hommes et de femmes non-fumeurs âgés de 18 à 55 ans pour conduire une étude clinique. Les compensations peuvent aller jusqu'à 5 000 $. Rendez-vous sur monetudecineossanté.com ou appelez-nous au 1-866-262-7427. Syneos Health, pour un futur en santé. La SAQ lève son verre à la promo Généreux Points Boni de ce vendredi et samedi. Obtenez une foule de points Boni sur les produits sélectionnés. De quoi faire plaisir à mon oncle Michel qui dit « Hey, que j'ai accumulé vite avec ce petit vin-là. » Puis ma tante Joanne qui va encore se vanter de « Toutes les points Boni que j'ai eu avec ma bouteille de bulle préférée. » Ce vendredi et samedi à la SAQ, obtenez une foule de points Boni sur des produits sélectionnés avec la promo Généreux Points Boni en ligne et en succursale. Puis bonne chasse aux points à tous. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus jusqu'à épuisement des stocks. Détails dans SAQ.com.
Fait que mon oncle, ça dit qu'il reste 3 heures au téléchargement. Eh, boy. Je connais un truc pour que ça aille plus vite. Efface les cookies, fais la dernière mise à jour, ferme une couple de pages web, vide la corbeille, mets le téléchargement sur pause puis repars-les. Là, ça devrait être plus vite. Nope. Eh, boy. On va attendre. Arrêtez d'attendre. Passez à l'Internet classé le plus rapide au Québec selon PCMag. Composez le 310 Bell ou visitez un magasin Bell pour vérifier la disponibilité. Avec Internet Fibre Gigabit 1,5, la vie est belle. Cette année-là. Demain à Télé-Québec, c'est le grand retour de cette année-là. Oui, après 3 mois de néant culturel passé loin de toi, ma public, c'est avec une volupté, tout ce qu'il y a de plus politiquement correct que je te retrouve enfin. Alors prends ma main et embarque avec moi dans ma formidable machine à voyager dans la culture où nous ont attendu tout l'été, tout l'été, Émilie Perrault, Fred Savard et Simon Boulris. Ne manquez pas cette année-là, demain 20h, à Télé-Québec. C'est votre dernière chance de profiter du prix employé Ford chez Donnacona Ford. Profitez de 16 500 $ en rabais sur le F-150 et jusqu'à 23 % de plus pour votre échange. C'est bien connu. Chez Donnacona Ford, on vend des trucks à seulement 20 minutes de Québec. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. On vous souhaite de passer un bon vendredi soir sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Mon cher Christian, docteur Larrivée est au bout du fil. Il est professeur en psychoéducation, c'est bien ça? Exact, oui. Voilà, il est aussi auteur du livre « Quand le paranormal manipule la science ». Monsieur Larrivée, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Et donc, bonsoir Serge. Bonsoir. Merci de te joindre à nous pour cette émission de Radio X-Files. Et ce soir, on va aborder une question où on se trouve un peu dans une zone entre les deux. C'est-à-dire, on veut respecter les croyances des gens, de tout un chacun, mais en même temps, il faut quand même mettre les pendules à l'heure et dire que les pseudosciences ne sont pas forcément, comme vous écrivez si bien dans votre ouvrage, ne sont pas les deux côtés d'une même médaille. Exact. Donc, quand on parle par exemple des sciences tout court, on parle généralement de 2 types de sciences, les sciences dures et les sciences molles. Quelle est la différence entre ces 2 types de sciences? Alors, les sciences dures, on les appelle aussi sciences exactes, alors que les sciences molles, on parle habituellement des sciences humaines, où là, il y a beaucoup, précisément, de mou qui nous empêche de faire des grosses affirmations. Alors, en sciences humaines, d'ailleurs, comme en sciences de façon générale, on est sûr de rien. Hein, l'aliment premier de la science, c'est le doute. Alors, et c'est ça qui fait une différence majeure entre les pseudo-sciences et les sciences. C'est que les pseudo-scientifiques affirment, eux, alors que nous, on doit démontrer. Mm-hmm. Et justement, quand on parle de la méthode scientifique, est-ce qu'on peut la résumer à quoi? Là? Parce que moi, je dis souvent, la méthode scientifique, c'est l'observation, l'émission d'une hypothèse, vérification d'une hypothèse, la théorie et l'énoncé d'une théorie, et ensuite la publication. Oui. Alors, vous avez fait un petit résumé qui est loin d'être faux. Mais il y a une chose en science que les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre, c'est que en science, quand on fait de la science, ça va sembler bizarre, là. On doit tout faire pour démolir nos théories. Et si on n'y parvient pas, c'est qu'on a temporairement raison.
La science, grosso modo, étant biodégradable, surtout les sciences humaines. Donc, habituellement, les gens tendent à essayer de confirmer ce qu'ils inventent, c'est-à-dire d'essayer de démontrer qu'ils ont raison. Alors qu'en science, quand on nous démontre que l'on se trompe, moi, quand ça m'arrive, je fais la fête. Pourquoi? Parce que si on me démontre que je me trompe, ça veut donc dire que je m'approche de la vérité. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle, d'une certaine façon, la réfutabilité de l'hypothèse. Exactement. C'est le critère de réfutabilité de Popper, là, ouais. Le fameux critère, ouais. Parce que dans une certaine façon, pour donner un peu les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que cette réfutabilité de l'hypothèse? C'est qu'on doit tout énoncer, on doit essayer d'y trouver le moyen de le contrecarrer. Exactement, c'est ça. Et je vais donner un exemple pour que les gens comprennent. À un moment donné, je me retrouve avec un groupe de chasseurs de fantômes. Et là, donc, je les regarde aller, ils ont tout leur appareil, leur quincaillerie, puis là, on commence à se promener dans le soi-disant lieu hanté. Là, à un moment donné, ils se retrouvent dans une pièce, ils ont un appareil. Et là, ils posent la question, ils s'adressent, soi-disant, aux esprits qui hantent les lieux. Ils leur demandent, ils disent, si vous êtes là, faites réagir notre appareil, faites allumer les voyants, etc. Et rien ne se passe. Alors moi, je suis derrière, je regarde ça et je me dis, bon, ben, il n'y a pas de fantôme sur place. Et le type me regarde droit dans les yeux puis me dit, ah, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas parler avec nous. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Là, on vient de voir, c'est-à-dire que si les lumières clignotent sur leurs appareils, c'est que les fantômes sont là, mais si les lumières ne clignotent pas, c'est que les fantômes sont là aussi, mais qu'ils ne veulent pas parler avec nous. Alors, comment on peut réfuter une affirmation comme celle-là? C'est, le Père Noël existe, mais si tu ne le vois pas, c'est parce qu'il est invisible. Oui. Non, ça, ce n'est pas de la science, hein. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand on pose des objections comme ça à ces gens-là, on me dit souvent, vous n'avez pas l'esprit ouvert. Mais là, je leur dis tout le temps, écoutez, on peut-tu faire la distinction entre un esprit ouvert et un esprit troué? Hein? Dans les esprits troués, l'idée passe, puis il n'y a pas de filtre. Ça traverse le bord, puis ça traverse de l'autre côté, là. Donc, en science, on doit être prudent dans nos affirmations. Oui. Est-ce que, dans votre ouvrage, là, quand le paranormal manipule la science, vous évoquez un peu ce besoin, en fait, pourquoi ces phénomènes, ces pseudosciences, malgré l'avènement des sciences rationalistes qui devraient, par exemple, nous mettre ce fameux filtre avant d'accepter n'importe quoi, comment vous expliquez que malgré tout le développement scientifique qui se fait d'un côté, ces sciences, ces pseudosciences soient encore aussi populaires et en fait, c'est une popularité qui ne se dément pas et on en voit de plus en plus, il y a des émissions de télé-réalité qui tournent autour de ça. Oui. Comment expliquez-vous cette popularité des pseudosciences? Bon, écoutez, il y a une première explication que je dirais normale, là, c'est que pour fonctionner, le cerveau humain a besoin que ce qui lui arrive fasse du sens. Et qu'est-ce qui fait du sens très rapidement? C'est les croyances, de quelque nature qu'elles soient. Voyez-vous, donc, et les pseudosciences et les religions, ben, c'est de la croyance. Donc, c'est facile pour l'esprit. C'est rassurant. C'est intéressant. Alors qu'en science, on est toujours dans le doute. Ça, c'est fatigant, hein? Alors qu'on n'a pas envie d'être toujours en train de douter. Alors, d'une certaine façon, je comprends les gens qui croient à toutes sortes de choses, là. Je suis pas d'accord avec eux, bien sûr. Mais je comprends. Monsieur Larrivé, je vous pose une question parce que j'ai déjà abordé ce sujet-là avec Christian. Très souvent, on met un expert, un scientifique de renom qui a de bonnes démarches scientifiques pour expliquer ces trucs, avec sur le même palier un adepte des pseudosciences et on présente ces deux personnes-là comme étant des experts dans leur domaine. Trouvez-vous que c'est particulier et que les médias sont peut-être responsables de la promotion de ces pseudosciences-là quand on présente deux experts, alors qu'il y en a un qui a fait ses études et l'autre qui a lu quelques livres sur la pseudoscience, puis on les met sur le même pied d'égalité. Moi, j'ai l'impression que les médias ont une part de responsabilité sur la promotion de ces pseudosciences. Alors là, vous venez de soulever un problème très sérieux. Autrement dit, souvent de fois, les journalistes
par exemple, dans l'idée de dire on va regarder les deux côtés de la médaille, alors on met quelqu'un qui fait de la science puis quelqu'un qui fait pas de science. Il y a deux choses. Dans ces cas-là, le scientifique part perdant. Pourquoi? Parce que lui, il doit démontrer, alors que le pseudo-scientifique n'a seulement qu'à affirmer. C'est une grosse distinction, oui. Hein? Affirmation contre démonstration. L'autre chose, c'est quand on nous dit, c'est les deux côtés de la médaille, je donne souvent comme exemple, je l'ai vu une fois, l'astrologie et l'astronomie. C'est pas les deux côtés de la même médaille, c'est deux médailles différentes. L'une est de la science et l'autre, c'est de la pseudo-science. Le seul point commun entre les deux, c'est astro, les cinq premières lettres. Puis ça, en plus, c'est une marque de yogourt. Hein? Donc c'est le seul lien. Il n'y en a pas d'autre. Oui. Mais c'est vrai que, bon, en même temps aussi, présenté de cette manière-là, souvent, le scientifique qui veut essayer de démontrer ou de décanter un problème, il doit faire un minimum de mise en place pour pouvoir échafauder sa pensée, alors que le tenant de la pseudoscience ne lance qu'une affirmation comme celle-là en disant, bon, les fantômes existent. C'est très facile à dire, là. Ouais. Puis dès qu'on dit mais non, là on se fait dire vous avez pas l'esprit ouvert, hein. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, là, non, c'est pas comme ça que ça marche là. Voyez-vous, au sceptique du Québec, il y a eu, pendant longtemps, il y a eu le défi du $1 million. Alors, comment ça marche? C'est quelqu'un... Voyez-vous, il y a à peu près, sauf erreur, à peu près 150 personnes qui sont venues pour relever le défi. Et le défi en question, c'est que si la personne nous démontre qu'elle a un pouvoir paranormal, pseudo-scientifique, elle participe au défi du $1 million. Voilà. Et comment ça marche? Donc, on fait une expérience avec la personne, et si elle bat le hasard, on lui donne $10 000. Puis comme en science, un fait n'existe pas s'il n'a pas été reproduit, alors on lui demande de le reproduire, et si elle bat encore le hasard, bien là, c'est $1 million. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, une numérologue est venue pour relever le défi. Alors, on s'est entendu avec elle sur la situation suivante. On lui donne 12 dates de naissance et 12 fratries. Un frère, une sœur, 0 frère, 2 sœurs. Puis là, elle devait les mettre en correspondance dans 12 enveloppes différentes. Alors, si elle battait le hasard, 7 sur 12, $10 000. Voilà. Puis ensuite, le $1 million. Bon, je ne vous demanderai pas comment elle en a eu. Je vais vous le dire tout de suite. Elle en a eu 1 sur 12. Et 1 sur 12, c'est le score probable de n'importe quelle personne prise au hasard sur la rue. Elle n'a aucun pouvoir. Par contre, elle est extrêmement gentille, elle est agréable, et puis on n'a pas envie de l'embêter, là. Alors, on lui demande comme ça, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et puis, en restant vague, là. Et sa réponse est extraordinaire. Sa réponse, c'est une meilleure numérologue que moi aurait mieux fait. Donc, les faits n'ont pas d'incidence pour elle. Et ma question à moi, c'est combien de fois doit-on répéter cette expérience pour que les gens cessent de croire à ces balivernes? Et la réponse, c'est à l'infini. On n'y arrivera pas. Ouais, Monsieur Larrivé, un jour, Christian Page m'a repris sur quelque chose. Je pense que ça fait 3 ans. Et à mon retour à la maison dans ma voiture, je réfléchissais à ce que Christian m'avait dit quand il m'avait repris. Et moi, j'étais un adepte de toutes les opinions se valent. Ton opinion est aussi importante que la mienne. Puis je me plaisais à dire ça à bouche que veux-tu tout le temps. Puis Christian m'a dit, Yannick, c'est pas vrai que toutes les opinions se valent. Ton opinion vaut tes connaissances. Si t'es quelqu'un qui a des connaissances dans un certain domaine et que tu donnes ton opinion versus quelqu'un qui a une opinion mais qui a aucune connaissance dans ce domaine-là, ben ton opinion vaut beaucoup plus. Ouais. Est-ce que c'est un climat socioculturel? Est-ce que c'est notre éducation qui fait en sorte qu'on dit toutes les opinions se valent? Écoutez, non, ça c'est une niaiserie, là. Oui. Christian m'a pas dit ça de même, mais ça ressemble à ça. Mais je suis mal élevé, alors. C'est une chance extraordinaire. Je remercie mes parents. Non,
Mais voyez-vous, moi, les opinions ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Ouais. Point à la ligne, c'est tout. Et quand on voit à la télévision, aux nouvelles, puis qu'on demande l'avis, on demande l'opinion du monde. J'aimerais qu'on arrête de faire ça. Ah oui? On n'en a rien à fiche là, de ce que l'opinion de. C'est pas important. Ce qui nous intéresse, ce sont les faits vérifiables et vérifiés. Mais je pense que je ne gagnerai pas sur ce sujet-là avec les annonceurs de nouvelles. Non, ça c'est certain. Mais on comprend quand même que si on a par exemple un phénomène atmosphérique ou un phénomène astronomique, on va demander par exemple des commentaires à un astronome. Bon, on comprendra que les commentaires de l'astronome risquent d'être beaucoup plus éclairés que si on demande la même question à un homme de la rue qui n'a absolument aucune connaissance dans le domaine de l'astronomie. Non, c'est clair ça là. Ou une astrologue. Ouais, c'est vrai que les médias sociaux ont un peu galvaudé cette idée-là. Hein. Les médias sociaux donnent l'impression, et on le voit, moi, chaque semaine, je reçois des courriels orduriers, des gens qui me font toutes sortes de commentaires, parce que eux, ils ont l'impression, ils ne l'auraient pas, il y a 15 ou 20 ans, ces gens-là se seraient gardés une petite gêne, n'auraient pas fait un commentaire comme celui-là, mais ils ont l'impression que les médias sociaux, c'est la porte ouverte. J'ai une opinion et les médias sociaux me donnent l'autorisation de la partager, je la partage, et elle doit bien valoir, ou elle doit être aussi bonne que celle de n'importe qui. Oui. Alors, vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas sur Facebook, Instagram et tout. Ces choses-là. Je ne fréquente pas ça. Mm-hmm. Je prétends pas que j'ai raison quand je dis ça, mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas de temps pour ça. Ouais. C'est un choix de vie, là. Hein? C'est-à-dire, peut-être que je suis dans l'erreur par-dessus la tête, là. Voilà. Il y a peut-être un côté aux pseudosciences qui fait vibrer les gens. C'est un terreau particulièrement fertile. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Ben oui, bien sûr. Je n'en ai pas compris. Je dis, les pseudosciences souvent font rêver. Hein, quand les gens parlent, les pseudosciences, c'est nos proches sont autour de nous, les fantômes existent, on peut faire des voyages astraux. Il y a quelque chose qui fait rêver dans les pseudosciences ou de la croyance des pseudosciences. Bien sûr. C'est-à-dire, mais ça, les gens ont le droit d'avoir ces croyances-là si ça leur fait du bien. Mais moi, je considère que c'est une perte de temps, là. Il faut pas valoriser ça. Hein? Puis voyez-vous, un des éléments aussi un des arguments qui est utilisé par les pseudo-scientifiques, et c'est quand même brillant de leur part de le faire, ils utilisent le vocabulaire scientifique sans jamais utiliser la méthode. Comment dire, ils utilisent des mots très compliqués qui laissent croire que c'est très sérieux, mais jamais en utilisant la méthode. L'autre chose qu'ils utilisent aussi, c'est le doute. Il dit, voyez-vous, il y a telle chose qu'on ne sait pas, la science ne peut pas répondre à ça. Donc, si la science ne peut pas répondre à ça, voyez-vous, nous, on a une réponse. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais ils utilisent quand même des arguments qui accrochent le commun des mortels. Mm-hmm. Parce que ce que vous dites, Serge Larrivé, je l'ai moi-même lu il y a tout récemment. Il y a un groupe de chasseurs de fantômes, dont je vais taire le nom, là. Mais quand on visite leur page, parce que tous ces groupes-là, avant l'avènement de séries de télé-réalité du genre chasseurs de fantômes, il y avait aucun groupe de chasseurs de fantômes au Québec. Et à partir du moment où ces séries-là ont pris l'affiche, on en compte aujourd'hui à peu près 200 groupes de chasseurs de fantômes. Ah, ouais. Et sur l'une des pages de l'un de ces groupes, on a 5 individus. Clairement, aucun d'entre eux n'a une formation académique en sciences. Et là, ces gens écrivent, ils ont pesé fort sur le crayon, là. Et ces gens-là écrivent, nous avons été témoins dans nos enquêtes de phénomènes que nous ne pouvons pas expliquer et que personne sur Terre ne pourrait expliquer. Tu dis, ils vont fort, là, parce que eux, la connaissance de ces 5 individus qui n'ont aucune formation en sciences, parce que eux n'arrivent pas à trouver une explication, leur savoir est égal au savoir de toute la communauté scientifique internationale. Ouais. C'est quand même beaucoup, là. Oh oui. Bon, voilà, si ça les rend heureux. Ouais.
vous dites, quand on regarde Serge Larrivé, vous évoquez dans votre bouquin que c'est vrai que quand même la science n'a pas nécessairement bonne presse auprès des gens des pseudosciences. La science est souvent diabolisée d'une certaine façon. Bien sûr, c'est évident parce que nous, ce qu'on leur dit, c'est démontrez-nous que vous avez raison. Puis, moi, je dis souvent, là, démontrez-moi que je me trompe, puis je vais changer d'avis. Voilà. Donc, et quand les gens me disent, ouais, mais là, j'ai vu telle expérience, j'ai fait telle chose. Non. En science, quand on affirme quelque chose dans la mesure du possible, on doit le soumettre à une revue scientifique qui va être évaluée par des pairs. Hein? Puis quand on sait qu'il y a des revues qui ont des taux de refus de 80%, c'est parce qu'on s'assure que ce qui est publié est correct, a été bien fait selon les règles de l'art. Bon, ça ne veut pas dire que tout ce qui est publié dans des revues scientifiques est bien fait, mais la probabilité que ça soit bien fait est plus grande que la personne qui affirme comme ça, sans avoir rien publié. Ouais. Là, je parle de revues scientifiques avec comité de lecture, c'est-à-dire qu'il y a des pairs, PAIRS, qui vont évaluer le manuscrit, puis qui vont donner un avis à l'éditeur de la revue. Mais si, Serge Larrivé, si je me faisais un peu l'avocat des tenants des pseudosciences, ces gens-là vont, et ils n'ont pas tout à fait tort de dire que dans bien des cas, on a vu des scientifiques qui étaient pas préoccupés de vulgariser leur sujet. On a vu également des scientifiques agir de manière un peu méprisante envers des gens qui adhéraient à des croyances X ou Y de pseudosciences. Et on a souvent entendu aussi des scientifiques qui, lorsque l'on parle de pseudosciences, comme ce sont des milieux qui ne sont pas académiques, on a vu des gens des sciences, des scientifiques, s'exprimer sur ces sujets-là, mais bien souvent sans même connaître véritablement le sujet dont il était question. Là, vous parlez des scientifiques ou des pseudo-scientifiques? Des scientifiques. Moi, je donne par exemple, lorsque j'évoque ce sujet-là, je dis, faut faire attention parce que moi, j'ai entendu des astronomes, par exemple, s'exprimer ex cathedra sur le phénomène des ovnis, par exemple. La question n'est pas de savoir si on y croit ou non, là. Mais on a entendu des astronomes s'exprimer ex cathedra sur la question des ovnis. Et là, ce qu'ils disaient, c'était des bêtises énormes qui n'avaient rien à voir avec des faits rapportés, des faits qui avaient été vérifiés, là. C'est fort possible. Non, ça c'est fort possible. Oui. Mais voyez-vous, on a dans le domaine des sciences humaines, il y a beaucoup de gens qui pensent que la psychanalyse est une science. Non, la psychanalyse n'est pas une science, c'est une pseudo-science. Mais ça fait longtemps qu'on le sait, mais les gens continuent de croire à ça. Et moi, si quelqu'un fait une psychanalyse puis qui me dit « ça me fait du bien », je n'ai rien à dire là-dessus. Je n'ai rien à dire. Si ça lui fait du bien, tant mieux pour lui. Mais les recherches ont montré que cette approche n'était pas une approche scientifique sérieuse. Quand on lit un peu sur vous, Monsieur Larrivé, on apprend que depuis plus de 40 ans, faut dire que vous avez commencé très jeune, là, mais depuis plus de 40 ans... j'ai pas commencé jeune. Vous faites des recherches qui portent sur l'intelligence, sur l'épistémologie, les fraudes scientifiques et les pseudosciences. Quelles sont les plus grandes fraudes scientifiques que vous avez vues durant votre carrière? Et est-ce que l'argent peut corrompre certains scientifiques? Bien sûr. Bien sûr que ça peut arriver. Non. Puis, en fait, il y a... En science, ce qu'on a... En fait, un des éléments qui peut forcer certains chercheurs à frauder, c'est le fameux publish or perish. Mais vous savez, nous, que si on ne publie pas, quand on est un jeune prof, par exemple, après X années, on est mis à la porte. Donc, il faut absolument publier dans des très bonnes revues. Donc, quelquefois, il y a des chercheurs qui peuvent arranger leurs résultats pour que l'hypothèse elle soit bien confirmée puis qu'elle soit belle avant de soumettre à une revue. Bon, est-ce que ça arrive souvent? La réponse est non. Ça n'arrive pas souvent. Moi, j'ai été sur des comités qui évaluaient comme ça des cas, puis je peux vous assurer que c'est relativement rare, là. Hein? Puis à cet égard, on fait de très gros efforts pour que l'éthique soit respectée. Oui.
Puis dans votre carrière, est-ce que vous en avez vu une fraude scientifique que vous vous êtes dit, mais ça n'a pas de bon sens, c'est vraiment pensé quelque chose, on n'a pas été rigoureux? Oui, non, il y en a eu, là, oui. Historiquement, là, je me souviens pas par cœur, même si j'ai publié un livre sur le sujet. C'est en 1993, je pense, ou 94, là, j'avais mis en annexe de l'ouvrage tous les cas de fraude connus. Alors, puis il y en a dans tous les domaines. Oui. Vraiment. Celle de Wakefield est bien connue, là. C'est celui qui disait celle sur le vaccin, là. Sur les vaccins qui, encore aujourd'hui, là, se retrouve dans les théories du complot, là. Oui. Écoutez, ça, c'est fascinant, hein, parce que on a clairement montré que le vaccin rubéole, rougeole à rayon, n'avait aucune incidence sur l'autisme, mais les gens continuent à croire ça. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle le biais de confirmation. Les gens vont chercher des arguments qui confirment leur point de vue et laissent tomber complètement ceux qui ne le confirment pas. Et ça, je ne sais pas comment qu'on va faire pour que les gens cessent d'aller chercher. Voyez-vous, prenons avec les réseaux sociaux. Alors, quelqu'un qui voudrait être honnête là-dessus, sur Facebook, il y aurait des amis qui pensent comme lui, puis il s'assurerait d'avoir dans sa liste d'amis des gens qui ne pensent pas comme lui. Et comme ça, il ne serait pas constamment en train de confirmer son point de vue. Mais ça, c'est difficile à faire, hein? Oui. Et c'est fatigant. Mais c'est en fait, c'est le mécanisme même qui fait que les théories du complot sont si populaires. Ben oui. Ces gens-là se retrouvent dans les médias sociaux, s'alimentent essentiellement avec d'autres groupes qui maintiennent les mêmes idées qu'eux. Et bien sûr, ils ne prennent là-dedans que ce qui fait leur affaire. Donc, toutes les affirmations qui vont dans leur sens, elles viennent confirmer leurs propres croyances. Et là, on rajoute finalement une épaisseur, une couche supplémentaire à la croyance. Oui, tout à fait. C'est exactement ça qui se passe. Et bon, c'est ça, c'est... En fait, voyez-vous, si j'avais de très jeunes enfants, maintenant, je m'assurerais qu'ils développent un esprit critique et que le doute deviendrait une de leurs qualités. Et ça, c'est pas facile, hein? Oui. Ce n'est pas facile à faire. Parce que quand on regarde cette idée-là du doute, moi, je suis un peu estomaqué de voir que dans les écoles secondaires, et même au cégep, par exemple, on n'offre aucun outil aux étudiants pour justement développer ce sens critique. Et là, il y a une faiblesse énorme. J'essaie le plus possible de faire des apparitions dans les écoles. Encore, j'en fais une la semaine prochaine dans une école secondaire pour amener les jeunes à penser justement avec cet esprit critique. Posez-vous la question, est-ce que c'est vérifié, est-ce que c'est vérifiable? Bon, il y a tous ces éléments-là. Quels sont les biais cognitifs, le biais de confirmation, qu'une idée, cette réaction que l'on a presque à l'épiderme lorsque l'on entend quelque chose qui va à l'encontre de nos croyances. Il faut résister à ça et écouter des opinions qui sont différentes des nôtres. Il y a toutes sortes de biais cognitifs dans lesquels on s'enlise. Et il est beaucoup plus facile de croire que justement de douter. Exact, tout à fait. Moi, quand des gens critiquent mes travaux, entre autres sur l'intelligence humaine, je les écoute. Hein. Je les écoute religieusement, même si je suis athée, et pour être sûr, au cas où ils auraient raison. Et quand ils veulent partir, je leur dis non, restez, expliquez-moi encore mieux, peut-être que vous avez raison. Puis quand ils s'en vont, je leur cours après, non, revenez, expliquez-moi encore mieux votre point de vue. Mais je suis sérieux quand je fais ça. Ça fait bizarre, bien sûr, mais je veux. Voyez-vous, ça m'est arrivé durant ma carrière à 3 reprises de changer d'avis parce que quelqu'un m'a démontré que je me trompais. Mm-hmm. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est une chance extraordinaire de cesser de croire à quelque chose dans lequel on se trompait. Mais c'est incroyable ce que vous me dites, Serge Larrivé, parce que ce que vous me dites, vous avez changé d'opinion, puis c'est extraordinaire. Moi, quand je change d'opinion, je deviens faux cul.
Non, mais c'est étonnant parce que, exactement comme vous, c'est-à-dire que je m'intéresse aux phénomènes paranormaux depuis une quarantaine d'années. Ouais. Il y a des choses sur lesquelles, à un moment donné, il y a 20 ou 25 ans, je me suis prononcé en disant ça, c'était vraiment une histoire incroyable parce que à ce moment-là, bien sûr, je donnais une opinion à partir des données et des faits que j'avais entre les mains. Donc, je donne une opinion en disant, bon, ben voilà, cette histoire-là me semble tout à fait crédible, elle est extraordinaire. Et quelques années après, je découvre d'autres éléments qui viennent tempérer mon jugement. Et là, évidemment, je me désiste en me disant, bon, ben, en 1990, j'ai dit que telle histoire est intéressante. Ben, aujourd'hui, en 2006, j'ai d'autres éléments qui me permettent de croire que cette histoire-là était peut-être une fraude. Et là, immédiatement, dans l'univers des pseudosciences, c'est pas parce que l'idée n'est pas tu as changé d'opinion en fonction de nouveaux faits apportés, tu deviens tout simplement un faux cul. Oui. Et ça, bon, on n'y peut rien, là. Il faut faire avec. Ouais. Quand on parle des pseudosciences, dans votre livre, vous évoquez aussi notamment que l'une des grandes problématiques dans le domaine des pseudosciences, c'est que presque la totalité des informations dont disposent, ou à tout le moins que gèrent les tenants des pseudosciences, ce sont essentiellement du témoignage et de l'anecdote. Oui. C'est-à-dire, voyez-vous, je dis souvent, 1000 témoignages, ça ne fait pas un fait. Mm-hmm. Donc, les témoignages, c'est très efficace. Hein? Je vais vous donner un exemple. Quand j'enseigne et que je sens que la classe commence à s'endormir un peu, je sors une anecdote et ça y est, ils sont tous réveillés. C'est-à-dire que c'est très intéressant, mais ce n'est pas de la science. C'est ça l'affaire. Oui. Mais quand on parle de témoignages, vous évoquez notamment, vous dites, bon, il y a la réalité objective et la réalité telle que moi je l'aperçois. Mais est-ce que de manière générale, est-ce que ce n'est pas la même chose? Oui, c'est-à-dire que oui, peut-être. En fait, c'est ça, là. Donc, la réalité objective, il faut quand même travailler fort pour la mettre bien en évidence, hein? Parce que mais bon, quand on pense à quelque chose, quand on pense que cela est vrai, ben on est spontanément porté à s'organiser pour trouver des faits qui justifient notre point de vue. C'est le fameux biais de confirmation. C'est une tendance naturelle à l'homme. Alors, mais il faut vraiment être à l'affût de ça pour ne pas tomber tout le temps dans ce piège-là. Ça, c'est pas facile, ça. Ouais. C'est vrai aussi que dans le milieu des pseudosciences, les gens qui partagent ces opinions-là se présentent souvent un peu comme des martyrs, hein, où ils sont les victimes d'une mauvaise science. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, moi je leur dis souvent, ça m'arrive des fois de parler avec certains d'entre eux, ben je dis, mais pourquoi vous n'envoyez pas vos résultats d'observation dans une revue scientifique? Mm-hmm. Ouais, mais ils l'accepteront pas. Mais pourquoi ils ne l'accepteront pas? Et là, ça veut dire, si c'est bien fait, si votre recherche, elle est bien faite, ils n'auront pas de raison de la refuser. Si vous ciblez une bonne revue qui publie ce genre de résultats-là, faites-le. Mm-hmm. Mais vous comprenez, Serge Larrivé, que c'est souvent une fuite en avant, c'est de dire ils ne publieront pas mes travaux, non pas parce qu'ils ne sont pas bien faits, mais parce que les milieux académiques sont entièrement fermés à ces sujets-là. Ça c'est une rumeur urbaine. Hein. En science, on doit nécessairement être ouvert aux nouveaux faits, aux nouvelles données, au cas où ça nous ferait avancer. Mais c'est pas toujours les politiques éditoriales du magazine scientifique, quand même. Mais là, ça, c'est un autre débat. Là. Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, moi, j'ai publié certaines affaires qui... je ne pensais jamais que ça passerait. Je vous donne un exemple. Là, récemment, j'ai un article qui est paru dans une revue de psychiatrie sur l'aide médicale à mourir pour les patients souffrant qui ont des troubles de santé mentale. Tout le monde me disait, ils accepteront jamais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avant d'envoyer mon texte? Je fais ça à chaque fois. Je l'envoie à une dizaine de personnes à travers le monde
pour critique. Et je sélectionne au moins la moitié dont je sais qu'ils vont être contre ce que j'ai écrit. Et une fois que je reçois leurs évaluations, je réécris le texte et ensuite je paye quelqu'un pour démolir le texte. Et ce n'est qu'après que je soumets le texte à une revue scientifique. Mes collègues me trouvent fou des fois, là, mais je pense que pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce qu'on n'a pas le droit de publier n'importe quoi. Alors là, j'ai été très surpris quand ce texte-là a été accepté, avec très peu de corrections d'ailleurs. Ça m'a surpris parce que même ici, au Québec, l'aide médicale à mourir pour les personnes qui souffrent de troubles de santé mentale, là, on n'est pas porté à. Oui. Dites-moi, Serge Larrivé, si pour les gens qui nous écoutent ce soir, on voudrait faire d'eux des gens mieux aguerris à ce discours des pseudosciences, à pouvoir placer ce filtre, quels seraient les premiers conseils, les premiers filtres à placer, les premières barrières à lever au moment où on écoute un discours, disons, pseudo-scientifique pour se dire, attention, là, on est peut-être en train de nous rouler dans la farine. C'est quoi les éléments premiers? Moi, quand je demande souvent, est-ce que ce que vous avancez là, ça a été publié dans une revue scientifique avec comité de lecture? Et souvent, quand les gens font des grosses affirmations, ils me disent, oui, mais ça, c'est sur Internet. J'ai dit, non, pas sur Internet, dans des revues scientifiques avec comité de lecture. Et malheureusement, la conversation se termine très rapidement. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ces gens-là ne publient pas dans des... Ils peuvent publier des livres, hein, mais ça, c'est pas pareil, là. Mais donc, c'est ça, je leur demanderai ça, puis d'écouter aussi ces gens-là, très comme il faut au cas où ils auraient raison, mais en demandant des preuves, à ce moment, la plupart du temps, la conversation se termine malheureusement. Oui. Puis vous soulignez également que lorsque ces gens nous présentent des phénomènes qui, a priori, sont inexpliqués ne veut pas forcément dire qu'ils sont inexplicables. Ben non. C'est-à-dire il peut y avoir... On connaît plein de phénomènes en sciences qu'on n'explique pas encore. C'est tout à fait normal, ça. Il y a aussi, lorsque l'on parle de cette histoire des pseudosciences, on a l'impression que le discours est très souvent polarisé. D'un côté, on a les adeptes de l'astrologie, les ovnis, les fantômes et tout le reste. Et d'un autre côté, il faut pas se le cacher, on a des associations de sceptiques, mais certains d'entre eux sont aussi tout à fait zélés, là. C'est drôle, hein? C'est pas ce que je connais, moi, des sceptiques, hein? Moi, je vous dirais, dans les années 90, j'en ai croisé quelques-uns et j'étais un peu désarçonné par le discours de plusieurs d'entre eux. Oui, non, c'est moi ce que je connais des sceptiques, là, c'est plutôt esprit ouvert, hein. On a intérêt, les sceptiques ont intérêt. Quelqu'un me demandait un jour, mais pourquoi vous faites le défi du million? J'ai dit, mais parce que je vais être le premier à le savoir s'il y a vraiment quelqu'un qui a des pouvoirs paranormaux, parce que si cette personne-là a des pouvoirs paranormaux, ça fout en l'air tout ce qu'on connaît de la science. Puis je vais être le premier. Ouais. Mais il est quand même possible aussi que certains, si on regarde essentiellement sur les phénomènes paranormaux, la perception extrasensorielle, il faut quand même avouer qu'il y a des recherches qui sont menées dans ce domaine-là depuis de très nombreuses années, avec certains résultats, c'est vrai, mitigés, mais quand même des résultats intéressants. L'approche parapsychologique est quand même reconnue par l'Académie pour l'avancement des sciences aux États-Unis. Donc, il y a quand même un terreau... Ah là, vous m'en apprenez une bonne, là. L'approche parapsychologique est acceptée. Oui, c'est-à-dire que les phénomènes qui sont étudiés par la parapsychologie, donc perception extrasensorielle, tout ça, en 1969, les 3 AS, là, l'Academy of Advancements of Science, a reconnu que c'était des sujets valables de recherche. Ah, OK, oui. Ah non, mais c'est sûr que ça peut être un sujet d'étude, mais là, c'est les résultats qui m'intéressent, moi. Ouais. Est-ce qu'on a trouvé des choses sur la perception extrasensorielle? À ma connaissance, rien. Mais pourtant, mais dans ces cas-là, il y a quand même des articles qui ont été publiés dans des périodiques scientifiques. Bien sûr, mais qui montrent qu'il n'y a pas de résultats. C'est ça l'affaire.
C'est-à-dire, on peut étudier n'importe quel sujet, puis ça va être publié dans une revue scientifique si c'est fait en respectant la méthode scientifique. Et pas en se contentant d'affirmer. Oui. Non, ça c'est clair pour moi. Non, j'ai pas d'objection à ce qu'on fasse toutes les recherches là, qu'il faut, là. Mais vous comprendrez, si je veux jouer l'avocat du diable, je vous dirais que dans le cas de la perception extrasensorielle ou des phénomènes psy, on est en présence du matériel humain. Hein, c'est-à-dire que ce sont des gens qui font ces performances-là. Et on le sait sur le terrain, une performance humaine est difficilement reproduisible à volonté. Oh, je pense pas ça. Non, si on pouvait répéter à plusieurs reprises des phénomènes de perception extrasensorielle, ce serait extraordinaire. Mais c'est pourtant ce que la Society for Psychical Research a essayé de faire depuis de nombreuses années. Si on prend par exemple essentiellement le projet Stargate aux États-Unis, ils ont quand même obtenu des résultats, c'est vrai, en dents de scie, je l'ai toujours bien mentionné, mais ils ont quand même obtenu à certains moments des résultats qui semblaient tout à fait étonnants. Alors, mais pourquoi? Ça a été publié. Oui, ça a été publié. Les travaux de Stargate ont été publiés. Si c'était publié, il me semble qu'on devrait en parler beaucoup plus que ça, parce que c'est un phénomène intéressant s'il existe vraiment. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus que ça? Ben, peut-être aussi que d'un autre côté, il y a un désintéressement il y a certains sujets qui sont, parce qu'il y a comme une réalité, disons, économique aussi dans le domaine scientifique. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, on avait fait une conversation, il y avait le milliardaire Lawrence Rockefeller qui s'est intéressé à la question des ovnis. Et ce que les gens disaient généralement, c'est que les scientifiques ne s'intéressaient pas aux ovnis. Lawrence Rockefeller s'est tourné vers des gens du milieu académique, leur a posé la question « Pourquoi vous ne vous intéressez pas aux ovnis ?» Et ces gens-là de répondre « Parce qu'on n'est pas payé pour le faire. » Ces gens-là, comme vous et moi, ont des contraintes financières, des contraintes budgétaires qu'ils doivent respecter. Et généralement, les compagnies subsidiaires qui fournissent de l'argent à la recherche, généralement, ils veulent des retombées économiques à court ou à moyen terme sur les investissements qui sont faits. Enquêter sur les fantômes... Enquêter sur la parapsychologie ou les ovnis, ça rapporte pas beaucoup de sous. Donc, on comprend qu'il y a certains sujets qui sont un peu des sujets qui sont désintéressés par la communauté scientifique. C'est-à-dire que moi, écoutez, s'il y a des gens qui pensent vraiment que les ovnis existent, qu'ils apportent des faits réels, parce que là, tout a été à peu près étudié avec les ovnis, puis il y a rien qui tient la route. Ouais. Alors, en fait, les ovnis existent, ce sont la présence des extraterrestres qui est moins démontrable. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, d'accord. Des objets volants non identifiés, là, je veux dire, on peut en voir beaucoup, puis mais effectivement, c'est cette présence extraterrestre qu'on n'a jamais réussi à démontrer. Et même avec les ovnis, moi, je connais pas de travaux qui ont montré que des ovnis réels existent. Mais vous savez, moi, je suis très intéressé parce que j'aimerais ça qu'on puisse montrer qu'il y a un aspect pseudo-scientifique, paranormal, qui existe. Ça serait extraordinaire. Ouais. Mais au moment où on se parle, Serge Larrivé, cette semaine encore, le Pentagone, la US Navy a reconnu que 3 vidéos qui circulent depuis quelques semaines sur Internet. Elle reconnaît que ces vidéos ont été tournées par des chasseurs de la US Navy et que les phénomènes que l'on voit à l'image sont réellement des phénomènes, et là je vous cite le communiqué de la US Navy, ce sont réellement des phénomènes aérospatiaux non identifiés. On ne va pas plus loin, bien sûr. La US Navy ne commande pas la nature de ces objets-là, ne dit pas que ce sont des engins extraterrestres, mais reconnaît que pour l'instant, ce que les chasseurs, ce que les pilotes de la US Navy ont filmé était bel et bien des phénomènes aériens non identifiés. Oh, ça doit être des Russes encore, là. Ou l'Iran, peut-être. L'Iran, ouais. Les Russes ont le dos large. Oui, c'est très large. Monsieur Larrivé, on va devoir se laisser. C'est bon. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et on invite les auditeurs à se procurer Quand le paranormal manipule la science. C'est disponible en numérique et toujours en papier. Oui, c'est bon. Parfait. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci. Au revoir. Radio X Files. Radio X.
On vous invite à aller faire un tour sur la page de christianpage.ca pour avoir accès à sa conférence qui va avoir lieu dans quelques semaines, où tu parleras de ton dernier bébé. Voilà mon livre sur les tueurs de l'occulte. Les enfants sont admis ou non? C'est déconseillé aux jeunes de moins de 16 ans. Il y a des images qui sont particulièrement choquantes et je devais choisir parce que quand j'ai fait ce livre, j'ai eu accès aux archives, j'ai eu accès aux scènes de crime, aux photos des scènes de crime, tout ça, puis j'ai fait une sélection. Je me suis quand même gardé pour une espèce de gêne pour ne pas faire un étalage morbide de toutes sortes de trucs. Ouais. Mais les gens veulent voir des trucs qu'ils verront pas à la télé. Donc, j'ai fait une sélection d'images et en particulier une histoire qui a beaucoup frappé ici le Québec. Hein. On parle de l'Ordre du Temple solaire qui a frappé l'imaginaire. Quand j'ai fait mon enquête sur l'Ordre du Temple solaire, j'ai eu accès aux archives, par exemple, des autorités suisses, des autorités québécoises. Et je vais amener les gens en salle. Principalement dans le cas de l'OTS, j'ai choisi des scènes où on va entrer avec les policiers dans les chalets de Grange-sur-Salvan en Europe. Et là, vous allez voir les corps dans la maison, comment ils étaient. On les voit les sortir, les amener à la morgue, on voit les autopsies. Donc, j'ai choisi des scènes qui sont particulièrement choquantes. Et dans d'autres cas aussi, d'autres crimes également, je vais montrer des images. Et c'est sûr qu'il faut quand même être préparé à ça. Donc, c'est pour ça que je déconseille la conférence à des gens de moins de 16 ans. Il y a un auditeur qui nous a posé la fameuse question, ou en fait qui a fait la fameuse remarque pendant notre discussion avec Monsieur Larrivée, qui est auteur du livre « Quand le paranormal manipule la science ». Ce que l'auditeur mentionne, c'est qu'il faut être prétentieux en tant qu'être humain pour penser qu'on est les seuls dans l'univers. Ouais, ça c'est sûr. Mais mais là, on s'éloigne du débat. La question n'est jamais est-ce que nous sommes seuls dans l'univers. La question est sommes-nous visités par des extraterrestres. Il y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des kangourous? Est-ce que les kangourous existent? Oui. Mais est-ce qu'il y a des kangourous qui visitent le Québec? Ça, c'est plus difficile. Si tu me dis, Yannick, que tu as vu un kangourou gambader sur la 40 aux côtés de Québec, pas loin du pont Pierre-Laporte, je vais quand même prendre ça avec un certain scepticisme. Ça veut pas dire que les kangourous n'existent pas, mais de prétendre que des kangourous viennent nous visiter ici au Québec, là, j'ai des doutes. Donc, c'est ça le débat. Ce qu'il faut retenir surtout de notre conversation avec Serge Larrivée, et là-dessus, il a raison à 100%, c'est que lorsque les gens dans le milieu des pseudosciences, que ce soit les ovnis, les fantômes, les monstres et tout ça, quand ces gens-là font des affirmations, on est toujours étonné de voir que dès qu'on commence à gratter la surface, on découvre que leurs prétentions reposent sur à peu près rien de sérieux. J'irai pas jusqu'à dire, comme Serge Larrivée, il faut absolument qu'on publie dans un périodique scientifique. Je pense qu'il y a des contraintes à l'édition pour les gens qui s'intéressent aux pseudosciences. Mais néanmoins, c'est vrai que moi, je demande à des chasseurs de fantômes qui se promènent avec le bidule, puis ils me disent, les fantômes, ils font des variations dans le champ magnétique. C'est pour ça que j'ai un K2. Tu tiens ça d'où? Que les fantômes perturbent les champs électromagnétiques. On peut-tu lire une seule étude qui va dans ce sens-là? Rien. Tu prétends que le Sasquatch ou le Bigfoot, c'est des gigantopithèques qui vivent en Amérique. Est-ce qu'on a des preuves fossiles de la présence de grands singes en Amérique du Nord? Est-ce qu'on a quelque chose dans ce sens-là? Non. Absolument pas. Donc, on fait des affirmations à l'emporte-pièce comme ça, basées sur absolument rien. Vraiment rien. Aucune publication, aucun document, aucune recherche rigoureuse. Du rien du tout. Donc, j'ai une opinion et je la lance et voilà, merci, bonsoir. Vous devez accepter ça. Et ça, c'est tout à fait épouvantable. Encore une fois, j'ai pas de problème que les gens croient ça, puis je pense que Serge Larrivée aussi le dit. On respecte que les gens croient quelque chose. Mais si on commence à dire que l'on fait de la science et que ça, c'est de la science, il faut pouvoir appuyer nos prétentions avec des recherches qui sont sérieuses et rigoureuses. Et c'est triste à dire, mais une publication sur YouTube,
ben ce n'est pas un périodique scientifique, c'est pas quelque chose d'étoffé et de rigoureux. Fait que là, il faut absolument être très, très prudent parce qu'on va se faire entuber et on se fait entuber. Crois-moi, Yannick, on se fait entuber par ces gens-là. Moi, chaque semaine, des gens m'écrivent, j'ai rencontré un chasseur de fantômes, un chasseur d'ovnis, il me dit ceci, il me dit cela. Puis là, la personne, visiblement, s'est laissée embobiner dans toutes sortes de croyances invraisemblables que galvaudent ces gens-là et qui ne reposent sur absolument rien. Faut pas se le dire, je l'ai déjà dit à ce micro et je le répète, 95% de ce que l'on retrouve dans les médias, dans la presse écrite, dans les livres qui concernent les pseudosciences, c'est de la merde. Je le dis haut et fort, c'est de la merde. Il n'y a à peu près que 5% des phénomènes rapportés qui sont un tant soit peu appuyés par des recherches rigoureuses ou par de la documentation sérieuse. Le reste, c'est du n'importe quoi. Bon, ben, ce sera rien pour t'aider ce soir. On va devoir se quitter puis se dire à la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Tu m'arrêtes avant que je pique une crise de nerfs. Mais c'est parfait. Ouais. C'est parfait, Yannick. On se reparle la semaine prochaine. Salut, bon week-end à tout le monde. Ça marche aussi. Salut. Radio X Files. Radio X.